il y a beaucoup d'opérations d'acquisition qui échouent. Et dans les statistiques, on parle de plus de 50%. Je pense que quand on s'associe, il faut faire très attention à y aller étape par étape, quoi. Je me suis aperçu que finalement, les tribunaux, je vais pas me faire des amis, mais ils comprennent pas grand-chose au monde des affaires. Si vous êtes entrepreneur et que l'idée de vendre votre boîte vous est déjà venue à l'esprit, ou si vous rêvez de racheter une pépite, je pense que cet épisode est pour vous. Aujourd'hui, j'accueille Bernard Sulliger. C'est un multi-entrepreneur, mais c'est surtout un spécialiste de la transmission d'entreprise avec son entreprise Prolinx à Lausanne. Alors, le Mergers and Acquisition, la fusion-acquisition en français, c'est un sport de combat psychologique, technique, financier. L'objectif de cet épisode de la table de CEP, ça va être de comprendre comment tu décodes la valeur réelle d'une aventure humaine au final. Bonjour Bernard. Salut Sébastien. Alors peut-être, première question, c'est quoi le dernier deal que t'as fait, t'as piloté? Le dernier deal que j'ai fait, c'est une entreprise du secteur informatique, donc des technologies, d'une soixantaine de personnes à peu près, qui a été vendue à un grand groupe français d'informatique. Je le connais, non? Tu le connais. Effectivement, tu le connais. C'est effectivement une société que j'ai vendue grâce à toi. C'est la dernière opération, ouais. Ok. Donc dans l'industrie informatique, très bien. Peut-être avant d'aller plus loin, je te demande quand même de te présenter. Oui, c'est toujours difficile de parler de soi. Donc, d'abord, je suis vaudois. Je crois que on a des plats ici. T'es né où? Pardon? T'es né où? Je suis né à Lausanne. Ouais. En fait, j'habite à 50 mètres de là où je suis né. Je suis né dans la clinique Montchoisy, donc à Lausanne. Donc c'est pour dire que j'ai pas beaucoup voyagé sur le plan du domicile, puisque j'ai toujours habité à Lausanne. Donc voilà, je suis né d'une famille nombreuse, hein. J'ai trois frères et sœurs, des parents qui étaient pas du tout dans la technologie ou l'informatique ou la finance, plutôt dans le secteur. Mon père était prof de latin, donc on est plutôt des littéraires. Et j'ai moi-même une famille nombreuse puisque j'ai 4 enfants. Qui sont tous grands, tous adultes maintenant. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des études littéraires, évidemment, latin, anglais, et puis ensuite j'ai commencé je me suis intéressé à la nature, à la biologie, donc j'ai commencé des études biologiques que j'ai interrompues assez rapidement. À un moment où finalement je me cherchais un peu et puis je me suis lancé dans des formations d'informatique à l'université Neuchâtel à une époque où l'informatique c'était l'avenir, hein, c'était dans les années 80. T'as une F1. Pardon? T'as une F1. Ouais. Oui, alors, en fait, moi, je suis vraiment tombé là-dedans par hasard. Hein. C'est une anecdote complètement stupide, mais quand j'ai arrêté la biologie, je me cherchais un peu, et puis ma mère me dit mais pourquoi tu ferais pas de l'informatique? J'étais tout jeune, j'avais 20 ans à peine, et puis oui, je trouvais que c'était des études pas très longues. J'étais un peu fainéant. Et donc, j'ai fait ces études d'informatique de gestion à Neuchâtel. Puis après, je suis rentré dans ce métier, évidemment, sans avoir un background technique. Donc, j'ai commencé à faire du développement, mais je dirais que c'était pas mes grandes forces. Hein, donc, voilà. Et après, j'ai travaillé dans des entreprises comme Edipresse, qui était mon premier gros employeur. Et puis ensuite, c'est des rencontres qui ont fait que petit à petit, j'ai commencé à diriger des entreprises, déjà des départements, ensuite des entreprises. Après, je suis devenu entrepreneur. Mais on pourra l'évoquer, mais c'est par des rencontres exceptionnelles. Tu nous expliqueras un petit peu tout ça, effectivement. Voilà. T'as dit que t'avais des parents profs, c'est ça? Ouais. Prof de quoi? De latin? Mon père était prof de latin, ma mère à l'origine était prof de dessin. Donc ma mère était plutôt
dans le milieu artistique. Hein, j'ai une cousine qui fait de la peinture, qui vit de sa peinture en Valais. J'ai ma sœur qui est aussi dans ce domaine-là. Et puis mon père, prof de latin. Alors c'était l'ambiance. T'imagines la chambre de mon père, elle était tapissée de livres sur la culture romaine, sur l'histoire de la Grèce, enfin voilà. Et donc j'ai vraiment grandi dans ce milieu-là littéraire. L'entrepreneuriat, le business, c'est pas un sujet que vous avez à table. Rien à voir. Et d'ailleurs, mes parents sont décédés maintenant, mais jusqu'à la fin de sa vie, mon père m'a toujours dit, mais je comprends pas ce que tu fais. Je sais pas, explique-moi ce que tu fais. Et je lui ai expliqué, mais c'était un monde très étranger pour lui. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont grandi avec ou à côté d'entrepreneurs dès leur jeunesse, donc on sait d'où vient leur envie d'entreprendre. Pour toi, il va falloir chercher ailleurs, je pense. Peut-être la valeur de l'argent aussi, parce que là, une transmission, c'est donner une valeur à une entreprise. Tu te souviens un peu de ton premier deal quand t'étais gamin? T'as négocié un truc avec tes parents ou avec des potes à l'école? Alors, mon premier deal... non, je me souviens pas vraiment. Enfin, disons que la valeur de l'argent, j'ai grandi dans un milieu qui était, disons, pas modeste, mais au milieu, on partait en vacances, mais on n'avait pas beaucoup d'argent dans la famille, hein. Donc la valeur de l'argent, je pense que je l'ai eu déjà dès mon plus jeune âge. Après, j'ai jamais eu cette idée de devenir riche ou de faire de faire des grands coups. Donc ça c'est venu petit à petit au travers des expériences que j'ai eues, que je me suis rendu compte que finalement si on voulait réussir dans la vie, c'était pas juste en étant employé d'une entreprise, mais que l'entrepreneuriat pouvait vraiment créer de la valeur. Et en fait, mon premier deal, c'est quand j'ai vendu ma propre entreprise en 2006 avec j'avais des associés, j'avais surtout un associé qui est un très bon ami. On avait créé une entreprise et on l'a vendu après quelques années à un groupe. Et là, on s'est aperçu qu'effectivement, on avait créé une entreprise avec 100 000 francs de capital. Et puis après quelques années, avec la valeur des contrats qu'on avait signés, avec les employés qu'on avait engagés, ça avait une valeur qu'on n'avait pas imaginée. Donc c'est vrai qu'on est tout d'un coup, on a réalisé, finalement, en quelques années, on n'est pas devenu multimillionnaire, hein. C'était pas un gros deal, mais c'était quand même une prise de conscience que finalement créer une entreprise, c'est créer de la valeur. Et ça, je trouvais que c'était très grisant finalement. Et après, j'ai continué évidemment parce que j'avais un bon modèle de base. Ok. Souvent, pour devenir expert d'un domaine, donc toi, t'as commencé par l'informatique, faut tomber dedans assez petit et puis voilà, travailler jusqu'à obtenir une expertise. Mais toi, t'as eu un parcours qui a pas été linéaire. T'as fait de la bio, des langues, un peu d'art, et puis finalement, t'es tombé dans l'informatique. Avec le recul, ces chemins de détour que t'as pris, ça t'a apporté dans ta carrière ou finalement pas tant que ça? Oui, alors c'est évidemment ce que j'essaye aussi de transmettre à mes enfants, c'est que finalement, si je fais un retour en arrière et je regarde par quelles étapes je suis passé, finalement, je me suis aperçu que j'ai pris énormément de risques dans ma vie. Je me suis retrouvé dans des situations des fois tendues, un peu tendues, pas difficiles mais tendues, et que c'est ce qui m'a permis d'évoluer. Et comme je le disais au début, je pense que les rencontres sont capitales. La première fois que j'ai créé une entreprise, je me suis associé avec un entrepreneur français d'origine corse. Hein, ça nous ramène
certaines actualités. Oui. Et donc quelqu'un qui était très très beau, un beau parleur, un homme très convaincant, très inspirant, mais qui s'avérait être quelque part derrière beaucoup moins glorieux que ça. Il a fait beaucoup de bêtises dans sa vie. Donc c'est en fait cette rencontre qui était une mauvaise rencontre à la fin. J'en ai tiré un profit extraordinaire parce que c'est quelqu'un qui m'a appris que déjà tout était possible. Et je pense que c'est la qualité première qu'on doit avoir quand on est entrepreneur, c'est ne pas se mettre de limites. Tout est possible. Et évidemment, il faut des fois des moyens, il y a des obstacles à contourner, mais c'est quelqu'un qui m'avait inculqué cette idée que tout était possible. Et effectivement, avec ça donne une force qui nous a permis de soulever un peu des montagnes. Et ensuite, cette rencontre s'est avérée pour moi capitale parce que ça m'a permis de passer d'un rôle j'étais cadre d'une entreprise, j'étais directeur informatique d'Edipresse, du groupe Edipresse. Donc j'avais un siège confortable, j'avais un bon salaire, j'étais un petit fonctionnaire quelque part. Et tout d'un coup, je me suis retrouvé de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire véritablement aller chercher des clients, engager du personnel, ne pas savoir si on allait payer les salaires à la fin du mois. Enfin, toutes ces questions qu'un entrepreneur se pose, j'ai été confronté et ça m'a permis vraiment cette rencontre m'a permis de faire le pas et puis ensuite d'enchaîner sur d'autres expériences. Ça m'intéresse qu'on creuse un petit peu cette rencontre. Oui. Parce que ce que j'aime bien dans la table de Seb, c'est aller chercher comment on fait le pas, justement. Tu dis, j'avais un siège confortable, un bon salaire, j'avais un bon poste. Qu'est-ce qui fait que cette rencontre change ta vie? Alors oui, elle te montre que tout est possible et on peut y aller, mais qu'est-ce qui fait que t'abandonnes la stabilité et le confort pour aller te mettre en risque? Je pense que c'est d'abord, je pense qu'en nous on a le goût du risque ou pas. Moi, c'est vrai qu'au départ j'avais pas le goût du risque, mais à un moment donné j'avais envie de découvrir de nouvelles voies. Et je pense que j'avais l'impression d'avoir fait ce que j'avais fait chez mon employeur. Et que cette nouvelle voie qu'on me proposait, j'ai pas trop réfléchi à vrai dire. C'est assez. J'avais 32 ans. On réfléchit mal un peu à 32 ans quand même. Bah oui. Non, mais on réfléchit d'autant plus que j'avais 4 enfants. En fait, c'était en 96. J'avais 32 ans et j'ai eu 4 ans. Mes 4 enfants sont nés entre 89 et 96. Donc ma femme était enceinte de la 4e. Mm-hmm. Donc tu imagines que j'avais 3 enfants de moins de 7 ans, de 7 ans et moins, et puis un 4e. Et à ce moment-là, je décide de créer mon entreprise, enfin de m'associer avec quelqu'un pour créer une entreprise. Donc ça comporte quand même un certain risque. J'ai pas vraiment réfléchi. Alors oui, j'avais 32 ans, j'avais peut-être une espèce de naïveté, une confiance en toi peut-être aussi, non? Ouais, je sais pas si c'était de la confiance, mais je pense que c'est aussi une leçon que j'ai tirée, c'est que quelque part faut pas toujours trop réfléchir, parce que quand on a, bien sûr que j'avais le sens des responsabilités. Et surtout, je pense que j'avais aussi une femme qui m'a jamais dit non. C'est-à-dire que elle m'a jamais empêché de faire. Elle aurait pu me dire, écoute, reviens sur terre, t'as une famille à nourrir. Non, elle m'a toujours, disons, soutenu, pas toujours encouragé, mais en tout cas soutenu en disant, j'ai confiance en toi, et puis si tu penses que c'est bien, fais-le. Et donc ça a été capital, parce que je vois parfois autour de moi des entrepreneurs qui ont envie, et puis qui reculent parce qu'ils disent oui, mais ma femme elle est pas tellement d'accord, ou voilà, ou ça peut être mon mari qui est pas d'accord, etc. Donc en gros, ceux qui nous écoutent, on leur dit si on est dans ces cas, changer de femme, vous pourrez démarrer l'entrepreneuriat.
Ouais, non, après, ouais, faut pas en tirer des conclusions comme ça parce que on va être mal vu. Mais non, je pense que c'est une question de feeling à un moment donné. Voilà, j'ai osé faire le pas et je me suis retrouvé à un moment donné en difficulté en me disant peut-être que j'ai fait une erreur. Et puis finalement, ça s'est avéré l'inverse parce que la société qu'on avait créée, mon associé m'avait pas prévenu qu'il la vendait à une grande société. Donc je me suis retrouvé otage de cette situation, donc obligé de rejoindre ce grand groupe. Et puis c'est là que moi j'ai pu développer, mettre à profit, disons, mes compétences et mes qualités. Et puis j'ai encore fait une étape supplémentaire pour manager des grosses équipes. Il y a 150 personnes. C'était une époque où le groupe rentrait en bourse, donc ils achetaient plein de sociétés. Puis c'était mes premières expériences d'acquisition, mais en tant que dirigeant, et donc j'avais pas mon mot à dire, disons à ce moment-là sur le choix des sociétés à acquérir, mais toi, par contre tu les intégrais. J'ai beaucoup appris de l'intégration ou de la non-intégration. C'est là que je me suis rendu compte que quand on a de l'argent, on peut acheter plein d'entreprises, c'est bien. Mais il faut réfléchir comment on les intègre dans un groupe, comment on crée une marque unique, ou est-ce qu'on crée une marque unique ou pas. Enfin, c'est des questions capitales. Et puis, disons, j'ai vécu ces problématiques d'intégration post-acquisition qui me servent évidemment aujourd'hui, puisque dans ma société, on offre également ce genre de conseils, c'est après les acquisitions d'accompagner les entreprises dans l'harmonie des cultures, dans la structuration des entreprises, dans le choix des dirigeants qui vont Donc ça, c'est des choses qu'on fait parce que j'ai eu en tout cas cette expérience qui était très enrichissante, pas toujours très facile à vivre, puisque j'ai aussi dû faire des licenciements parfois. On le voit avec l'UBS Crédit Suisse, on a deux sociétés qui fusionnent et puis il y a énormément de dégâts humains. Donc ça, c'est évidemment des situations qui sont difficiles. Alors évidemment à plus petite échelle, nous on le vit aussi dans les PME, quoi. Dans ton parcours d'entrepreneur, on reviendra après sur la partie fusion-acquisition, mais ton parcours d'entrepreneur, t'as pris des claques, t'as pris des murs. Oui, bien sûr. Heureusement. T'as un souvenir de moments où un client t'a dit non, comment t'as rebondi, où tu parlais justement de ton associé qui n'a pas été forcément correct jusqu'au bout. Oui, alors moi je pense que les plus grandes claques que j'ai prises, alors évidemment les clients qui nous quittent ou qui ça fait partie, je dirais, évidemment c'est difficile à vivre au début, mais ensuite ça fait partie des règles du jeu, donc je m'étale pas trop là-dessus. Par contre, je pense que les plus grandes claques que j'ai prises, la plus grande claque que j'ai prise, c'est quand j'ai été trompé par des associés, en fait. Sans rentrer dans les détails, j'ai à un moment donné, j'étais associé avec des gens qui étaient un peu des copains. C'était vraiment, moi j'ai toujours une relation assez. Avec qui j'ai une relation assez proche avec les gens avec qui je travaille. Et puis à un moment donné, ils ont claqué la porte. Alors je leur avais présenté un investisseur pour nous aider à développer davantage. On avait fait un montage ensemble et puis à un moment donné, ils se sont mis ensemble pour claquer la porte, pour rejoindre une autre entreprise et puis piquer tous les clients, tous les collaborateurs. Ils ont vidé l'entreprise de sa substance. Et c'est là que j'ai eu ma première expérience avec la justice, c'est-à-dire qu'en fait, on a essayé de se défendre en condamnant de la concurrence déloyale. Et puis nous, on a été déboutés, on n'a rien pu obtenir parce qu'ils sont partis du principe que
le fait de prendre des clients, de créer une nouvelle entreprise à partir d'une première, ça fait partie des règles du jeu du business, et puis c'est pas déloyal. Donc bon, on n'est pas d'accord avec ça, hein. C'est pas un bon exemple à prendre, on fait pas ça normalement. Non, évidemment, parce que chacun a son éthique. Moi j'ai aussi mon éthique, mais voilà, ça fait partie des grosses claques que j'ai prises, parce que... Et comment on se relève de ça? Comment on repart entrepreneur derrière? Moi, je fais plus confiance à personne après un coup comme ça. Ouais, alors c'était un moment donné où je n'avais pas que ça. C'était pas mon activité principale, donc j'avais d'autres activités qui m'ont permis de passer à autre chose finalement. Et moi, je suis pas du genre à me morfondre sur un accident. Il faut se relever, il faut avoir de la résilience, et puis il faut passer à autre chose, et puis se dire que finalement le monde n'est pas qu'un monde de bisounours, hein. Donc je pense qu'il faut en tirer des leçons aussi à titre personnel, c'est-à-dire que quand on s'associe avec des gens, et je le vois tous les jours quand on vend des entreprises, souvent des entreprises où il y a plusieurs associés, parfois c'est des entreprises qui se vendent parce que les associés ne s'entendent pas. Donc ça fait partie de la vie, et je pense que quand on s'associe, il faut faire très attention à y aller étape par étape, quoi. Et même, c'est pas toujours garanti que ça fonctionne sur le long terme. On reviendra un petit peu sur ces mécanismes d'association et ce sur quoi il faut faire attention. En tout cas, pour ceux qui nous écoutent, si vous avez déjà eu des histoires similaires d'associés qui sont pas corrects avec vous, ou des histoires d'entrepreneuriat qui se passent mal, ça m'intéresse de les avoir en commentaire, parce que je pense que ça va servir aussi dans la communauté à donner l'exemple et à alerter sur ce qui peut arriver à des entrepreneurs qui sont en train de se lancer. Très bien, ton premier deal, je crois que ça s'appelait pas encore ProLinks, t'avais pas encore tu l'as pas encore nommé pareil, mais t'as démarré les deals, c'est ProLinks en fait maintenant. Ouais. Ton premier deal, il arrive comment et ça se passe comment? Ouais, alors évidemment, là encore, c'est une question de rencontre, parce que finalement, quand j'ai créé, alors la genèse de ProLinks, c'est que moi j'ai dirigé une entreprise qui appartenait à Romande Énergie, au service industriel de Lausanne, qui s'appelait Néo Technologies, pendant 10 ans. Et c'était une expérience extraordinaire, parce que c'était une start-up qui avait été créée en 2004. Je suis arrivé en 2005. J'étais pas associé, hein. Et pendant 10 ans, on a travaillé sur le développement de cette entreprise, qui a plutôt bien réussi. Maintenant, c'est une très belle entreprise. Et en 2015, donc 10 ans après, j'ai quitté en me disant, voilà, là encore, j'avais ce besoin de retourner de réactiver mon virus d'entrepreneur. C'est du milieu. Moi, je vais aller maintenant mettre à profit mon expertise, mon expérience, etc., au profit des entreprises du marché, que ce soit des petites ou des grandes. Et donc je me suis dit, je vais créer mon propre cabinet de conseil. En me disant, j'avais 52 ans, je pense que j'avais quand même bien gagné ma vie, puis je me suis dit, je vais finir ma carrière comme ça, en donnant du conseil. Et j'ai pendant 2 ans, j'ai eu un mandat pour une seule grosse entreprise. Bon, je passe là-dessus. Et puis ensuite, j'ai commencé à chercher des mandats de conseil, qui n'étaient pas c'était pas du conseil à la vente d'entreprise, hein, c'était vraiment du conseil stratégique. Et là aussi, j'ai rencontré un entrepreneur qui m'a dit qu'il songeait à vendre l'entreprise. Et puis je lui ai dit, écoute, je peux te trouver des acheteurs. J'avais déjà des idées, mais donc ça a été mon premier deal, et je l'ai pas fait tout seul. Je l'ai fait avec un professionnel de la fusion-acquisition,
que j'avais aussi rencontré un peu par hasard, mais que je connaissais pas très bien. Et puis on a fait ça ensemble. Et puis je trouvais que c'était sympa de s'associer pour accompagner cette transaction. Sauf que il a fait quand même la majorité du travail, hein, donc je dois le reconnaître. Et là, je me suis aperçu que finalement, ce qu'il faisait, je savais le faire. Bon, voilà. Alors, j'ai pas la prétention de dire que je l'aurais fait mieux, mais en fait, je me suis dit pourquoi s'associer. C'est quand même un monde de requins. Hein. C'est comme les agents de footballeurs, ils se tirent la bourre, chacun essaye de tirer la couverture à soi. Donc s'associer dans ce domaine-là, c'est compliqué. Donc ça a été mon premier deal. J'ai touché un bout de commission qui était un complément à mes revenus de conseil, mais ça m'a plu. Et ensuite j'ai eu d'autres opportunités, et dont une qui a été une très très grosse opération que j'ai faite avec une société que je conseillais pendant quelques années. Voilà, c'est une boîte qui avait besoin de conseils stratégiques, et puis tu l'as amené jusqu'à la vente ou jusqu'à de la croissance externe? Donc je l'ai conseillé pour mettre en place une structure commerciale, une stratégie. On a fait des workshops très détaillés pendant 2-3 ans à des rythmes réguliers. Et un jour s'est présentée l'opportunité, s'est présenté un acheteur finalement qui a dit mais j'aimerais vous acheter. Et puis mon client a dit ce que vous proposez c'est un montant énorme. Jamais. Alors du coup ça a été le déclic, parce que il m'avait toujours dit non. Il n'avait pas pensé à vendre. Il n'avait pas pensé à vendre avant 5-10 ans. Ouais. Ils étaient pas tout vieux, hein. Et puis ça a été un peu le déclic. Et puis là, je leur ai dit si vous êtes prêts à faire ça, alors moi je peux vous proposer d'autres acheteurs. Et puis on finit. Et c'est un deal incroyable, parce que je l'accepte jamais d'habitude, c'est-à-dire que j'avais pas l'exclusivité. Je proposais des acheteurs, mais eux, ils avaient déjà des relations avec d'autres acheteurs. Enfin, un autre acheteur. Et puis voilà, l'opération, finalement, l'acheteur que j'ai proposé a gagné l'affaire. Donc c'est lui qui a fait cette acquisition. Et ça a été chez moi aussi le déclic, en disant si moi, petit conseiller qui n'a pas une structure M&A comme comme Ernst & Young ou comme ces grands cabinets de conseil, je suis capable de faire des deals à plusieurs dizaines de millions, pourquoi pas continuer, quoi. Ouais. Et puis voilà, puis ça crée un contexte favorable pour investir dans ce domaine-là, parce que ce qui est difficile dans le modèle d'affaires des sociétés de conseil en fusion et acquisition, c'est que la plupart des revenus sont des revenus au succès. C'est des success fees. Donc comme un processus peut durer entre 12 et 18 mois, faut tenir jusqu'à ce qu'on n'est jamais sûr déjà qu'on arrive au bout. Et donc, à partir du moment où je me suis dit, j'ai les moyens de tenir, j'ai les moyens de faire d'autres deals, la machine était en route. Et puis donc, à ce moment-là, j'ai plutôt consacré mon temps à chercher des sociétés à accompagner dans la vente que de chercher des sociétés que je pouvais accompagner au niveau stratégique. Alors, il se trouve que les deux sont assez liés, puisque une entreprise qui est, peut-être qu'on y reviendra plus tard, mais une entreprise qui veut se préparer à la vente, il y a un certain nombre de choses à mettre en place. On y reviendra. Et j'ai plein de questions à te poser. Voilà. Donc, il y a des choses à mettre en place. Et puis là, c'est du conseil qui est hors du processus, qui est plutôt en amont du processus. Je pense que ça va être une vraie masterclass, ce qu'on va, toutes les questions que je vais te poser, t'as plein de choses à nous transmettre. Avant de plonger dedans, juste, je voudrais qu'on parle un petit peu du côté psychologique. Je suis désolé, j'ai la voix qui part un peu, mais bon, toi aussi.
le vendeur le patron d'une entreprise qui vend sa boîte, t'as quoi comme réaction, comme émotion en général le jour de la vente? T'as des anecdotes à nous partager? Ouf. Oui, beaucoup. Déjà, tout le processus de vente pour un propriétaire d'entreprise, c'est stressant. C'est stressant et ça réveille énormément d'émotions. Énormément d'émotions. Il y a un ascenseur émotionnel justement qui est très important et qu'il faut gérer. Et ça, c'est aussi un peu mon rôle, c'est de rassurer quand il faut rassurer, c'est d'intervenir à la place pour éviter que ce côté émotionnel ressorte. Donc ça c'est des anecdotes. Oui, j'en ai dans chaque deal, dans chaque opération, ce côté émotionnel. Oups. Je descends d'un étage là. Dans chaque deal, ce côté émotionnel ressort. Alors oui, il y a évidemment la veille de la transaction, le vendeur qui tout d'un coup se dit est-ce que je fais bien? Est-ce que demain il faut que j'aille signer le contrat ou pas? C'est un peu comme quand on vend sa maison et puis qu'on y a passé 30 ans et tout d'un coup on se dit je vais quitter cette maison, elle m'appartiendra plus et puis ça va être dur. Et il y a une autre chose qui apparaît aussi souvent, c'est qu'est-ce que je vais faire après? Ouais. Parce que on perd, au moment où on vend son entreprise, on perd un statut social, on perd une position, je me rappelle, j'ai rencontré il y a pas très longtemps quelqu'un qui me disait, mais à partir du moment où j'ai vendu mon entreprise, je ne suis plus rien. Mon téléphone ne sonne plus, je suis plus invité à des événements, je suis plus rien. Et donc ce passage-là, il peut être très douloureux si on s'y est pas préparé. On y reviendra, ça, j'aurai des questions à te poser sur la vie d'après pour les dirigeants. C'est intéressant. Donc ça, c'est des émotions il y a ça, et puis pendant le processus, les négociations sont des fois compliquées. À un moment donné, il y en a un qui dit bon, je veux plus vendre, ou l'autre je veux plus acheter. Et puis moi, je suis là au milieu pour calmer tout le monde. Et il faut remettre les gens autour de la table. Ouais. Et la plus stressante des opérations que j'ai vécues. J'ai vendu il y a quelques années une boîte, une assez grosse boîte de 120 personnes. On s'était réunis entre acheteurs et vendeurs la veille de la signature pour régler les derniers détails. Et puis tout était réglé. Ils se sont serrés la main. Et on s'est dit on se voit demain pour signer. Et le lendemain matin, je reçois un téléphone de l'acheteur qui me dit écoute, il y a mon comptable qui a encore regardé les comptes et il a relevé qu'il y avait des libérations de provisions qui avaient été faites et qu'on comprend pas. Et en fait, sans rentrer dans les détails, mais ces libérations de provisions généraient un revenu artificiel qui augmentait le bénéfice, donc qui augmentait la valeur d'entreprise parce qu'ils avaient indexé la valeur sur le bénéfice. Donc il me dit il y a un problème. Il y a un problème, on peut pas. On est le matin de la signature. Et on est le matin, c'était 10h du matin. Et je lui dis écoute, il faut qu'on te donne des explications, il faut qu'on justifie cette libération de provision. On va se calmer. Et il me dit non, mais je baisse le prix de 1 million. Alors on signe cet après-midi, mais c'est 1 million de moins. Et là j'appelle le vendeur, je lui explique la situation, il me dit puisque c'est comme ça, moi je vais même pas me déplacer. Et donc, alors, le matin de la signature, il n'y a plus personne qui veut signer. Voilà, il n'y a personne qui veut signer. Alors, je dis écoute, on va demander à la fiduciaire qu'elle donne des explications. Vous avez travaillé combien de temps sur ce deal? Ouais, j'avais travaillé, je pense, entre 6 mois, 1 année, peut-être, je sais plus. Et puis, on appelle la fiduciaire. Le gars, il était pas au bureau. Enfin bref.
j'étais tellement tendu. À mon moment aussi, j'ai passé par ces émotions, hein, puisque j'étais chez moi. Je m'appelle, c'était pendant le Covid, et je dis peu importe qu'on signe ou qu'on signe pas, il faut que je fasse quelque chose. J'ai pris ma voiture, je suis parti à Genève pour signer, pour le rendez-vous. Et pendant le trajet, je faisais des téléphones et tout ça. Puis à la fin, on a trouvé un compromis, c'est-à-dire que le problème en lui-même n'a pas été résolu, mais on a dit l'acheteur a dit écoute, je baisse le prix de 500 000 francs, mais si dans les 2 semaines qui viennent on n'a rien de explication, je paye le complément. Et en fait, ce compromis-là, on l'a trouvé à la dernière minute. Et l'opération s'est quand même faite. Et puis finalement, ça a accouché d'une souris, puisque finalement les provisions étaient plus ou moins justifiées. Je crois qu'il y a eu une différence toute petite. Et donc voilà, ça s'est fait. Mais c'est pour illustrer le fait que d'abord là, on passe par un énorme stress de tous les côtés, acheteurs, vendeurs, intermédiaires. Et puis on passe aussi, et puis là, modestement, je dirais que si j'avais pas été là, je pense que les gens se retrouvaient pas autour de la table à un moment donné, ou alors ça prenait encore beaucoup de temps. Ok. C'est quoi les red flags, les premiers trucs que tu regardes? Je veux même te poser la question différemment. Tu as du flair, je le sais, mais quand tu vois une boîte, c'est quoi la différence entre un beau dossier et puis un dossier qui brille mais qui derrière a des cadavres dans le placard? Qu'est-ce que tu regardes en premier? Je pense qu'il y a plusieurs choses qu'il faut regarder. Alors évidemment les chiffres, on va les regarder parce que malheureusement c'est la première chose que les acheteurs regardent quand même. Maintenant les chiffres, voilà, les chiffres, on peut leur donner plusieurs visages. Effectivement, il y a l'entreprise qui a des mauvais chiffres, mais qui a d'excellentes perspectives, ou un carnet de commandes énorme, ou des raisons qui expliquent ces mauvais chiffres. Ça peut être que l'entreprise a investi dans certains secteurs, et donc tous les bénéfices qu'elle a récoltés durant les années précédentes, elle les a réinvestis. Donc les chiffres, c'est évidemment quelque chose que l'on regarde en premier, mais ensuite, ce qui est important, c'est le positionnement de l'entreprise par rapport au marché. Alors, on l'a peut-être pas trop dit, mais c'est vrai que vu mon parcours et vu le parcours de mes collègues, on a tous un background dans les technologies, donc on a plutôt des sociétés technologiques qui sont nos clients. C'est un peu notre réputation et notre positionnement, ce qui est assez rare d'ailleurs, puisque beaucoup de ces cabinets M&A sont plutôt généralistes. Et donc, le fait qu'on soit dans les technologies, ça nous amène à aussi considérer le positionnement de l'entreprise par rapport à l'évolution du marché. C'est d'autant plus d'actualité qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle est en train de tout bouleverser. Et donc, il y a des entreprises qui étaient florissantes ces dernières années qui sont en danger. Qui sont en danger, ou qui doivent faire le virage, ou qui doivent trouver le bon moyen de faire le virage. Et ça fait partie aussi des conseils que l'on peut donner, mais disons que ça fait partie des choses que l'on regarde, qui vont nous permettre de défendre un dossier de la meilleure façon qui soit. Je prends un exemple concret. J'ai un client aujourd'hui. C'est une entreprise qui est dans le support helpdesk, donc support premier niveau. C'est beaucoup de manpower qui est une centrale téléphonique qui va répondre aux appels d'un utilisateur qui a un problème avec son imprimante ou qui a un problème de connexion, etc. Des problèmes assez basiques au niveau IT. Aujourd'hui, certaines entreprises, grosses entreprises, sous-traitent ce service à des entreprises de services. Et dans le futur, les chatbots,
l'intelligence artificielle va permettre de répondre ou de résoudre un certain nombre de Pas mal de cas, ouais. Donc, cette entreprise qui en a fait son business model pendant 20 ans, eh bien, elle doit, ça veut pas dire qu'elle va mourir, mais c'est qu'elle doit vraiment utiliser les nouvelles technologies, les intégrer dans ses services et mettre ça en avant auprès de ses clients. Et ça, moi je dis toujours, j'aime pas les entreprises qui ont que des qualités, des bons chiffres, parce que on n'arrive pas à vendre le potentiel. Et le potentiel, c'est ce qu'il y a de plus important pour un acheteur. Un acheteur qui achète une entreprise qui fait 20% de bénéfices chaque année, qui est optimale, il va la payer cher, et puis il va pas pouvoir créer de la valeur parce qu'il y a plus vraiment beaucoup de potentiel. Tandis qu'une entreprise, j'adore les entreprises qui fonctionnent bien, qui sont assez bénéficiaires, mais qui n'ont pas de force commerciale, par exemple. Parce que la force commerciale, si on en met une, il y a un potentiel de développement, de nouveaux marchés, de nouveaux secteurs, de nouveaux secteurs géographiques, etc. Donc, on arrive mieux à vendre une entreprise qui a... Alors, il faut pas qu'elle ait des chiffres catastrophiques, mais il faut qu'elle ait du potentiel. Et ça, c'est ça qu'on regarde en particulier. Intéressant. Merci. Jacques, on se mette pour les quelques dizaines de minutes à venir du côté... Je peux pas... Alors oui. J'ai pas dit ce que c'était d'ailleurs parce que je savais que tu viens du Canton de Vaud et on a parlé un petit peu cuisine l'autre jour en préparant l'émission où j'ai du lard de Benien. C'est une boucherie qui le fait à Benien. Et puis du pâté d'Étanière, ça c'est toi qui me l'as conseillé. Étanière, c'est à l'autre bout du Canton de Vaud, au-dessus de Lausanne. Alors ce pâté, il est assez connu parce que je crois qu'à un moment donné, il a gagné le prix du champion du monde du pâté. Ouais. Comme on a le champion du monde de la fondue ou du chasselas, c'est assez marrant. Il est assez connu et moi je l'ai découvert au marché de Lausanne. Il y a d'ailleurs une petite une épicerie qui s'appelle la Ferme Vaudoise qui le vend et qui a un succès énorme. Ce pâté, il est bon. excellent. Merci. Donc je voudrais qu'on se mette à la place d'un patron qui veut vendre sa boîte. Et là, c'est pas juste la transaction. Ce que je veux, c'est qu'on remonte un peu dans le timing bien avant. Je pense entre l'idée de se dire je vais vendre ma boîte et la signature, souvent il y a quoi ? Il y a 1 an ou 2, je pense. Oh, souvent plus d'ailleurs. Souvent plus, ouais. C'est quoi le bon moment pour vendre sa boîte ? Est-ce qu'il vaut mieux la vendre quand on est au sommet, avant le sommet ? Peut-être pas après le sommet, c'est peut-être un peu tard, mais c'est quoi le bon moment ? C'est quoi le bon indicateur pour vendre une boîte ? Alors, évidemment que je vais répondre quel est le mauvais moment pour vendre une boîte. C'est évidemment quand c'est trop tard. J'ai aussi des exemples de sociétés qui ont trop attendu et à un moment donné, pour diverses raisons. Des fois, c'est la santé du propriétaire, ça peut être l'évolution du marché, ça peut être l'évolution de la concurrence, qui fait que le train est passé et puis que finalement, il y a plus personne qui va valoriser correctement cette entreprise. Donc, il faut anticiper, mais je dirais qu'avant tout, c'est un projet personnel. C'est-à-dire que je reprends l'exemple que j'ai cité tout à l'heure si l'entrepreneur n'est pas prêt, lui, à faire le pas, s'il n'a pas préparé aussi son avenir, préparé sa retraite ou une autre activité qui va l'occuper, qui va faire que cette chute sociale soit amortie. Ou qu'il ait une nouvelle vie finalement, parce que je mentionne quand même que de plus en plus d'entrepreneurs que j'accompagne sont jeunes. C'est-à-dire qu'on n'est plus uniquement dans des transmissions d'entreprises pour des raisons de départ à la retraite, mais on est aussi
dans une nouvelle génération d'entrepreneurs qui font plusieurs projets dans leur vie et donc qui créent une entreprise, qui la vendent, qui recréent une entreprise, etc. Et l'exemple le plus extraordinaire que j'ai, c'est deux jeunes qui avaient, ils avaient pas 25 ans, c'est des frères. Ils avaient créé une entreprise dans le commerce de cycles haut de gamme. Et ils m'ont approché pour me dire on veut vendre notre entreprise. Mais je leur ai dit mais pourquoi vous avez doublé le chiffre d'affaires, pourquoi vous vendez? Ah mais on a fait ce qui nous motivait, c'est-à-dire la création, la mise en place d'une communication digitale. Ils avaient été très efficaces dans ça, mais ils s'étaient éclatés là-dedans. Et gérer et diriger une entreprise, ça les intéressait pas. Donc, ils ont dit, on veut vendre parce qu'on a d'autres projets. L'un d'eux, il est devenu pilote d'hélicoptère au Canada. Enfin, maintenant, je sais pas où. L'autre, il a recréé une start-up dans un autre domaine. Et en fait, c'est les nouveaux entrepreneurs. C'est des jeunes qui veulent faire plusieurs projets dans leur vie, un peu comme on zappe à la télévision. Hein. Sur le volet valorisation de la société qu'on veut vendre, je reviens à la question, c'est quoi le bon moment pour vendre? Est-ce que c'est quand elle a encore beaucoup de potentiel avant de la faire exploser? C'est quand on l'a emmenée au sommet et que là, elle se valorise mieux? C'est quoi le... Alors, c'est évidemment, on va regarder l'évolution de l'entreprise. Donc, il faut qu'effectivement, idéalement, que l'entreprise, elle soit en croissance, d'une part. Et puis, il faut aussi que sa structure, son organisation soit suffisamment mûre pour se passer du dirigeant. Parce qu'à un moment donné, l'acheteur, il va se dire, si j'achète l'entreprise à son fondateur et que ce fondateur s'en va, est-ce que l'entreprise elle fonctionne? Qu'est-ce que je dois mettre en place pour qu'elle fonctionne? Est-ce qu'elle va pas s'effriter? Donc le bon moment pour répondre à la question, parce que je me suis un peu égaré, c'est lorsque on a mis en place une organisation suffisamment solide, pour se passer, pour assurer l'avenir de l'entreprise sans l'apport du fondateur. D'accord. Et ça, c'est intéressant. Ça, c'est le conseil qu'on va donner à ceux qui nous écoutent, c'est bien avant, finalement, le projet de vente, c'est déjà de mettre en place des relais du fondateur pour que le fondateur, finalement, puisse prendre du recul. Voilà. Alors, c'est vrai, le business ne passe plus par lui, quoi. C'est vrai que ce que l'on fait, nous, dans notre démarche, la première chose que l'on fait, c'est quand même, on fait une valorisation d'entreprise. Donc, bon, ça, c'est une démarche, guillemets, technique, pour pouvoir échanger avec le propriétaire en disant, ta société, globalement, elle a une valeur marché qui sera entre temps et temps. Est-ce que est-ce que tu es prêt à aller de l'avant à ces conditions ou bien est-ce que tu t'attendais à beaucoup plus? Voilà. Et à partir de là, il y a deux branches qui se séparent. C'est soit on part dans un processus de vente et donc il y a aussi une préparation à la vente. C'est ce que je viens de dire, c'est-à-dire quelle organisation on peut mettre en place, qu'est-ce qu'il faut faire pour être dans les meilleures conditions. Et puis l'autre volet, c'est de dire non, la valeur, elle n'est pas suffisante. Qu'est-ce qu'on doit faire pour créer de la valeur? Et là, on prend notre rôle de conseiller stratégique, entre guillemets. On va dire, il faut plus de visibilité de l'entreprise, il faut ouvrir des nouveaux marchés, et on part dans un processus de plusieurs années. Parce que finalement, quand je commence à avoir l'idée de vendre, c'est là où je me pose les questions de comment je vais organiser ma boîte pour vendre, et là, ça va me prendre un moment de réorganiser, de mettre en place les bons relais. Ouais, ça, j'en prends mieux. Une valorisation, alors c'est des calculs financiers, mais à la louche, quelqu'un qui aujourd'hui a pas encore pensé à vendre, mais qui se dit tiens, peut-être pourquoi pas, combien vaudrait mon entreprise aujourd'hui s'il fallait le faire au doigt mouillé? Il y a une petite formule classique ou... Alors, il y a des méthodes classiques, mais ces méthodes, donc on utilise plusieurs méthodes. Hein.
par rapport aux bénéfices, par rapport aux perspectives futures, sans entrer dans les détails, il y a différentes méthodes. Il y a des méthodes qu'utilise par exemple le fisc pour valoriser une entreprise, qui généralement est plus basse que la valeur marché, mais pas toujours. Et puis, à partir de ces analyses-là que l'on fait et qui nous donnent quelque part une fourchette, une moyenne, on applique soit des bonus, soit des malus. Par exemple, si une entreprise est dans un secteur très porteur, comme par exemple maintenant la cybersécurité ou l'intelligence artificielle aussi, mais comme c'est un secteur où on gagne pas forcément encore de l'argent, c'est à prendre avec des pincettes, mais il y a des secteurs qui sont très porteurs parce que ils sont rares et parce que les ressources sont rares. Donc ça, ces entreprises-là, elles vont bénéficier d'un bonus sur leur valeur marché par rapport à une entreprise qui est plutôt classique sur des modèles un peu obsolètes ou qui commencent à être obsolètes. Il y a un autre critère, par exemple, c'est la récurrence des revenus. Ce qui plaît beaucoup aux acheteurs, aux investisseurs, c'est lorsque l'entreprise elle a des revenus récurrents. Dans le domaine des technologies, l'évolution des revenus récurrents, des souscriptions de licences, par exemple, a été énorme. Ça a été dicté par les grands acteurs du marché, les Microsoft. Autrefois, on achetait des licences Office, on avait notre petite boîte et puis on la gardait jusqu'à la prochaine release. Maintenant, on paye les abonnements. Ouais. Donc ces revenus récurrents sécurisent la situation financière de l'entreprise. Donc ça plaît beaucoup. Donc une entreprise qui a des revenus récurrents par rapport à une entreprise qui fait que des projets et donc qui peut être du jour au lendemain finalement en danger parce qu'elle a plus de projets, ça a pas la même valeur. Et puis il y a encore un critère, c'est la taille de l'entreprise. Une petite entreprise a beaucoup plus de risques de finalement se disloquer parce que l'acheteur parce que les employés ne se retrouvent pas dans le modèle ou dans la culture de l'acheteur, qu'une grande entreprise qui a déjà une situation où si vous avez quelques personnes qui partent, ça fait partie de la vie, mais ça va pas remettre en question l'entreprise. Donc cette notion de risque, elle est évaluée par les acheteurs et ils vont forcément appliquer un bonus ou un malus en fonction de ces critères-là. Ok. Quand un dirigeant reçoit une première offre d'achat, en général, il est déçu, parce que je pense que c'est un peu comme dans l'immobilier. Quand on vend une maison, on a envie de la vendre cher, et puis quand on l'achète, on a envie de l'acheter pas cher. C'est quoi l'erreur à pas faire? L'erreur que 80% des dirigeants font, et non, faut pas répondre comme ça. L'erreur à pas faire, pour préciser ta question. Quand on reçoit une première offre, ouais, c'est quoi la réaction à ne pas avoir? C'est-à-dire fermer la discussion, non, certainement pas, mais il y a des choses à éviter. Je pense que je pense que on est dans un début de négociation, donc forcément que l'acheteur va pas forcément proposer sa meilleure offre au début. Tout de suite, ouais. Donc il y a toujours une marge de négociation. Ce que j'ai vécu, c'est parfois que le vendeur se vexe parce que c'est ça en fait. Ouais. Il a l'impression d'avoir travaillé toute sa vie pour son entreprise et qu'à la fin on lui propose quelque chose de pas à la hauteur de ses attentes, voilà. Donc ça c'est clair que c'est aussi notre rôle d'évangéliser le vendeur sur ses attentes, quoi, de lui dire écoute, vous savez, bon, moi j'ai eu des mauvaises expériences lorsque le vendeur s'est fait mal conseiller avant qu'on arrive, parce qu'on lui a fait miroiter une valeur excessive. Souvent d'ailleurs,
je vais peut-être pas me faire des amis, mais il y a certaines, certains conseillers qui sont des fois c'est les fiduciaires. C'est souvent les fiduciaires qui font des valorisations d'entreprise, mais sans être vraiment au fait du marché, des pratiques du marché. Et donc ça peut faire très mal. Hein. J'ai un client, c'était exactement le cas. Il s'attendait à une valeur de 9 millions, et puis les propositions étaient à 5. Donc là, ça fait un choc qui est difficile à avaler. Il y a aussi ce qui est aussi dans ce sens qui est de mauvais conseil, c'est les rapports qu'on trouve. Il y a des organismes qui génèrent des rapports de statistiques sur les valeurs d'entreprise. Fusac, par exemple, fait ça en France. Ils prennent toutes les transactions qui ont eu lieu en 2025, et puis ils vont dire la moyenne. Voilà, la moyenne d'un multiple d'EBITDA, de bénéfices, c'est 7 ou 8 dans les technologies, alors que en réalité, je sais pas d'où ils sortent ces statistiques, mais c'est pas. Ah, je pensais que c'était une source fiable. Moi, j'aimais bien avoir ces chiffres-là, mais non. Ben oui, mais ça veut rien dire, parce que il n'y a pas le bonus et le malus dont tu parles. Une entreprise, l'entreprise, le plus gros deal que j'ai fait, on était à 9 fois, presque 10 fois le bénéfice, mais parce que c'était une grosse entreprise, qu'elle faisait 4 millions de bénéfices, et donc voilà. Par contre, le même deal avec une petite entreprise, on sera à 5 fois ou 4 fois et demi. Donc ça veut rien dire, ces moyennes. Il faut les sociétés, ils incluent aussi des fois les sociétés cotées en bourse. Puis là, on est dans un autre registre. Quand, t'as accompagné des dizaines de leads, en général, c'est le plus gros chèque qui gagne. Et la deuxième question, c'est est-ce que c'est le meilleur choix à chaque fois? Non. Alors, en général, on est quand même parmi les plus gros chèques. Ouais, c'est quand même ça qui régit le marché. Quand même, c'est rare qu'une entreprise, qu'un entrepreneur choisisse une offre beaucoup plus basse que la plus belle offre qu'il reçoit. Alors nous, on essaye d'avoir plusieurs offres. Merci. On essaye d'avoir plusieurs offres pour pouvoir comparer. Mais ce que je dis toujours aux acheteurs, quand je leur demande de formuler une proposition, je leur dis, vous savez, mon client, bien sûr que il faut que vous ayez une offre attractive au niveau financier, mais il faut que vous présentiez un projet. C'est-à-dire que vous expliquiez qu'est-ce que vous allez faire de l'entreprise, comment vous voyez son évolution, comment vous voyez sa structure future, juste pour qu'on comprenne bien ce que vous allez en faire. Parce que, encore une fois, ce côté émotionnel du fondateur qui se dit, moi je vends mon entreprise, mais je veux qu'elle soit dans de belles mains. Vous avez certains entrepreneurs qui se disent après moi le déluge, mais c'est assez rare. C'est assez rare. Moi, je pense que quand on est fondateur d'une boîte, on a quand même l'idée de laisser une trace un peu dans l'histoire et que la société continue d'exister. Ouais. Alors après, si c'est pas le fondateur, ouais, des fois il y a moins ce côté émotionnel. J'avais d'ailleurs, c'était assez intéressant, un conseiller qui donnait une conférence et non, c'était même pas un conseiller, c'était un entrepreneur qui avait acheté beaucoup d'entreprises, et il relatait que lorsqu'il achetait une entreprise qui était dirigée ou propriété d'une femme, le deal était complètement différent de celui d'un homme. C'est-à-dire que la femme se préoccupait davantage de l'avenir de la société, de cet aspect un peu culturel, évolution aussi sur le plan humain, qu'un homme qui était beaucoup plus axé sur le chèque qu'il allait toucher. Je trouvais que c'était intéressant, sa remarque, parce que c'était le fruit d'une expérience. Il avait un groupe, il avait acheté plusieurs entreprises, et puis il relevait cette différence-là
entre une entreprise critère de choix détenue par une femme et une... Alors moi, bon, dans le secteur technologique, il y a malheureusement peu de dirigeantes féminines, donc j'ai pas eu vraiment d'expérience dans ce sens. Mais voilà, je pense que l'échec fait pas tout. L'échec fait pas tout. Et comme je dis, le projet est important. Je suis actuellement en train d'accompagner une industrie. Alors on sort un petit peu du secteur informatique, mais une industrie qui elle, je dirais presque, le chèque est devenu secondaire parce que elle sera pas valorisée très très bien. Enfin voilà, ils vont quand même s'en sortir, mais c'est pas ce qui va financer leur retraite. Par contre, c'est une entreprise qui a eu une existence chaotique. À un moment donné, elle a eu une faillite. Donc, elle est partie en faillite parce qu'elle avait été vendue à un financier qui a décidé d'investir sans connaître vraiment le domaine industriel dans lequel elle est active. Et donc, cette faillite a été un choc très très fort. Et les cadres de cette entreprise ont racheté la masse en faillite et ils ont recréé une entreprise et ils sont repartis de là. Donc ce tremblement de terre, ce tsunami, je dirais, les a vraiment marqués. Et aujourd'hui, on est de nouveau dans un processus où il va y avoir une transmission et ils sont beaucoup plus attentifs à l'identité et au projet du repreneur qu'au montant qu'il va mettre dans l'opération. Il y a un aspect des sessions, je vois qu'on explore un petit peu, c'est toute cette phase de due diligence, on l'appelle. Ça dure 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et c'est une phase où on sent que la boîte va se vendre et mais en même temps, ça peut capoter à tout moment. Et donc, il y a les équipes derrière, il y a tout le côté humain des équipes. Mm-hmm. Souvent le réflexe c'est de garder ça confidentiel, on n'en parle à personne, on voit les patrons qui sont toujours en rendez-vous avec des financiers, les équipes en dessous se demandent ce qui se passe. Ton conseil, c'est transparent sur toute la ligne ou de garder ça confidentiel jusqu'au dernier moment et de l'annoncer quand c'est fait? Ouais. Alors non, je pense qu'il faut là encore, il n'y a pas il n'y a pas une seule vérité, une seule réponse à cette question. Ça va évidemment dépendre du contexte. Lorsqu'il s'agit d'une grande entreprise, il faut éviter à tout prix que le personnel commence à douter, parce que ça malheureusement l'humain parle beaucoup et interprète, donc ça peut être toujours mal interprété. On dit mais si on est en vente, ça veut dire qu'on va être repris, ça veut dire qu'il faut que je cherche du boulot parce que peut-être mon job est menacé, etc. Donc il y a plein de travers qu'il faut éviter. Donc l'opération, il faut vraiment la garder confidentielle. Je parle encore une fois lorsqu'il s'agit d'une assez grande entreprise, jusqu'au moment où on est quasiment sûr de signer. Le quasiment sûr, évidemment, on a toujours le risque le jour de la signature. On l'a vu par quelques exemples avant. On l'a vu, ça capote. Mais je pense que j'ai eu une très bonne expérience l'année passée avec une petite société d'une 12aine de personnes. Donc tout le monde se connaît bien, les patrons, les employés, et ils ont décidé d'annoncer. Enfin, ils m'ont demandé mon avis, mais j'étais évidemment favorable. Ils ont décidé d'annoncer que l'opération allait se faire quelques jours avant, mais ça a donné un message. Messieurs, mesdames, on vous fait confiance. On a réfléchi à l'avenir de la société. Vous allez voir, c'est un beau projet, mais on aimerait que vous en preniez connaissance avant que l'opération se fasse. C'est une sorte de marque de confiance qu'on fait. Les emmener dans le projet. Voilà, les emmener dans le projet. Facteur, quoi. Là encore, il y avait même la possibilité pour certains cadres de prendre une nouvelle position. Donc, il y avait un travail préparatoire qui a été très bien perçu. Mais donc ton conseil, c'est plutôt de dire, si je comprends bien,
quand la boîte est pas très grande, finalement, on arrive à maîtriser à peu près la communication. Donc, c'est plutôt bien d'être transparent et d'emmener les gens avec. Ouais. Quand la société est grosse, les gens vont commencer à s'imaginer des choses et là, c'est plus risqué, quoi. Ouais, c'est ça. Intéressant. Si vous avez, vous qui nous écoutez, des expériences différentes, je veux bien les avoir en commentaire. Ça va nous servir à tous. Pourquoi faut prendre un intermédiaire comme toi? C'est pas dur de vendre une boîte, finalement. C'est comme vendre une maison, vendre une voiture, non? Oui, alors, j'ai édité un petit résumé que je mets dans toutes mes offres, dont le titre c'est les 12 raisons de passer par un cabinet de conseil, enfin Prolinx en l'occurrence, mais voilà. Alors je commencerai par la 12e raison, c'est qu'à la fin du processus, j'invite tous les acteurs à un bon repas gastronomique. C'est vrai. J'ai eu cette chance. J'invite les vendeurs, je précise bien parce que c'est eux mes clients finalement. Ouais. Mais les autres raisons, plus sérieusement, c'est je pense que à chaque étape, il y a on a un rôle qui est important. D'abord, je vais pas les citer les 12, mais c'est clair que l'aspect de la confidentialité de l'opération, elle est renforcée si il y a un intermédiaire qui peut communiquer sur l'entreprise sans donner son nom, parce que si c'est l'entrepreneur directement qui discute avec un acheteur, ben il est immédiatement identifié. Donc l'intermédiaire, il peut garder cette confidentialité pour éviter que des acheteurs étudient un dossier et donc étudient des données confidentielles en sachant l'identité de la société. Donc moi, le cabinet, il a ce rôle-là de gardien de la confidentialité jusqu'au moment où les acteurs sont présentés, évidemment. Ces acteurs sont présentés lorsque les deux parties signent un NDA. Donc ça, c'est une des raisons. L'autre raison, c'est que c'est des processus qui sont extrêmement consommateurs de temps. Tu citais le cas de la due diligence, c'est quand même un moment difficile. Si c'est le moment le plus difficile à passer pour un vendeur, c'est que il doit se mettre nu, il doit donner des chiffres, il doit donner voilà, il doit ouvrir les livres complètement. Et notre rôle, c'est justement disons de synthétiser cette information, de la vérifier, de vérifier qu'on donne pas qu'on donne pas le bâton pour se faire battre, hein. Et à un moment donné, il faut pas camoufler ou maquiller les chiffres, mais il faut dire la vérité, mais il y a une manière de la présenter qui est quand même assez importante. Et ça prend du temps. Et donc ce que nous on fait, c'est que lorsque l'acheteur demande un certain nombre de documents, nous on les met dans une data room, mais on filtre l'information, on la reformule. Parfois on fait même des analyses, par exemple de chiffre d'affaires par catégorie ou par zone géographique. Enfin, c'est des choses que nous on peut faire à la place du vendeur. Et il faut savoir que c'est extrêmement prenant. Et que si l'entreprise, elle doit tourner quand même, elle doit continuer à fonctionner. Et si l'entrepreneur est complètement accaparé par ça, moi je l'ai vécu parce que quand j'ai vendu ma société en 2006, c'est moi qui faisais tout ça. J'avais pas d'intermédiaire et c'était un enfer parce que je faisais plus mon boulot, quoi. J'étais plus. Il y a quelque chose que je découvre seulement maintenant, en fait, c'est que si je suis acheteur, je vais douter finalement des informations que va me donner le vendeur. Il va essayer de me maquiller les chiffres pour obtenir une valorisation plus importante. Si le vendeur passe par un intermédiaire comme toi, quelque part c'est lui qui paye ta com, je vais me dire, non mais Bernard il me maquille les chiffres là pour maximiser sa com. Mais il y a un aspect réputation. Toi tu peux pas maquiller les chiffres en fait parce que sinon le prochain deal que tu feras, personne te fera confiance, quoi. Non, puis maquiller les chiffres, ça va se découvrir tôt ou tard.
de toute façon, et même pendant la due diligence, même avant que le deal se fasse. Donc, on va un peu espérer passer des choses, quoi. Oui, mais non, je pense qu'il faut pas jouer à ce jeu-là. Comme tu le dis, c'est aussi notre réputation. Nous, vraiment, ce qu'on doit faire, c'est savoir bien présenter l'information pour qu'elle soit claire. Ça, c'est aussi un des aspects, un des 12 travaux dont je parlais. C'est un métier, effectivement. Oui, et il faut aussi un peu des qualités marketing, c'est-à-dire moi, je vois passer régulièrement des dossiers d'entreprises à vendre. Selon la manière dont l'information est présentée, c'est digeste ou indigeste. Je pense qu'il faut aller clairement à l'essentiel. Alors nous, on a plutôt bonne réputation dans ce domaine parce que on fait des présentations, de ce qu'on appelle des mémorandums d'information qui traite tous les aspects de l'entreprise, qui la présente sous tous ses aspects, son organisation, ses ressources humaines, ses coûts, etc. Mais c'est fait sur des slides de PowerPoint. Hein. Mais c'est quelque chose de clair, de précis et donc de facile à lire. Des fois, vous recevez des fascicules complets avec du texte et tout ça. Comme vous le diront tous ceux qui ont créé une start-up lorsqu'ils cherchent à faire des levées de fonds, ils doivent faire un pitch qui soit lisible en 30 secondes, quoi, parce qu'un investisseur va pas passer plus que 30 secondes, 1 minute sur un dossier, et si ça lui plaît pas ou si c'est trop compliqué, il passe au suivant. Donc là, on est un petit peu dans cette même cas de figure, peut-être un peu moins radical, mais il faut qu'un dossier soit bien présenté. Donc ça, c'est aussi un métier, hein. Il faut se mettre à la place de l'acheteur et donc voilà. Et donc c'est un des rôles qu'on a. La valorisation, on en a déjà parlé. Il y a aussi la maîtrise du processus et de la négociation. Je pense que ça c'est très important parce que moi, ce que j'ai remarqué, ça m'a un peu surpris, mais ce que j'ai remarqué, c'est que les acheteurs nous considèrent, donc nous, intermédiaires, des fois comme des conseillers aussi. Alors, on est payé par le vendeur pour que l'opération se fasse, mais comme on maîtrise quand même bien le métier, ils nous demandent notre avis. Ils nous disent, mais vous qui connaissez bien le dossier, qu'est-ce que vous pensez de sa stratégie? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Comment est-ce qu'on pourrait faire évoluer l'entreprise? Comment il faudrait la restructurer? Et finalement, on devient un peu le conseiller neutre de l'acheteur aussi, sans être rémunéré pour ça, mais on est un facilitateur. Et ce côté facilitateur dans l'opération, c'est fondamental. Il y a une chose que j'ai faite, c'est la seule fois que je l'ai faite, c'est que à la fin du processus, un acheteur m'a proposé de faire partie du conseil d'administration. Alors, c'était un de mes premiers deals, j'ai dit oui, ok, j'y suis resté 1 année ou 2. Mais bon, après, je me suis dit non, mais si je commence à être membre de conseil d'administration de société informatique, je vais inévitablement me retrouver en conflit d'intérêts. Donc, je l'ai plus fait. Mais en l'occurrence, c'était juste pour illustrer le fait que les acheteurs, des fois, nous considèrent aussi un petit peu comme des conseillers stratégiques. Avant de passer à la partie acquisition, d'ailleurs pour ceux qui nous regardent, si vous pensez à racheter des boîtes dans quelques minutes, on en parle. Juste une dernière question sur la vie d'après du fondateur qui a vendu sa boîte. On en parlait tout à l'heure, il y a un vide sidéral, il n'y a plus de téléphone qui sonne, il n'y a plus d'email. Comment ça se prépare? Souvent ça se prépare pas. Et c'est ça. Quel conseil on donne justement à quelqu'un qui va vendre sa boîte? Qu'est-ce qu'il faut lui... Alors, nous, c'est des questions qu'on pose et le problème, c'est qu'on rentre un petit peu dans la sphère privée de l'entrepreneur. Alors, je
parle pas des aspects financiers parce que parfois, j'ai le cas récemment d'un entrepreneur qui avait des problèmes de santé. J'ai quand même posé la question. Tu vas arrêter avant l'âge de la retraite. Le prix de vente de ton entreprise ne couvrira pas ta retraite. Est-ce que tu as un deuxième pilier? Est-ce que tu as tous ces aspects qu'on se pose assez naturellement quand on arrive à l'âge proche de l'âge de la retraite? Je vais poser cette question. En l'occurrence, ça pouvait jouer, mais oui, c'est un sujet important. Alors, nous, évidemment, on n'oriente pas les entrepreneurs dans la vie d'après. On doit détecter ces angoisses. Ouais. Et le meilleur setup, c'est quoi? C'est de prévoir des vacances, prévoir un tour du monde, prévoir la prochaine aventure entrepreneuriale. Qu'est-ce qui marche le mieux en général? Moi, j'ai vu des entrepreneurs partir en dépression après la vente. Oui, on en a parlé. Et comment on évite ça finalement? Justement, il faut y réfléchir. Il faut avoir un projet. Moi, je dirais que mais c'est valable aussi quand on part à la retraite et puis qu'on n'a pas une société à vendre. À un moment donné, on se retrouve, on quitte notre job et puis on se retrouve en retraite, qu'on soit marié ou pas, ou en couple ou pas, ça peut influencer aussi parce que la vie change complètement dans le fonctionnement d'une famille ou d'un couple. Ça peut aussi être dramatique. J'ai récemment une connaissance qui me disait mon mari a vendu son entreprise, il sait pas quoi faire, alors il s'est pris un petit bureau en ville parce que moi je veux pas qu'il reste à la maison, lui il sent cette tension, donc il s'est pris un petit bureau, il fait rien mais il a son petit bureau. Oh, oui, il fait rien, oui, c'est pas ce qu'il fait. Bref. Donc j'ai le même exemple d'un entrepreneur, il se reconnaîtra s'il nous écoute, mais il m'avait dit je vais vendre ma boîte, je vais partir en retraite, je sais pas si je suis prêt à vivre 7 jours sur 7 avec ma femme. Et ça l'angoissait en fait. Ouais. Bon, c'est dans les deux sens, ça peut effectivement être important. Donc mais c'est là c'est pas notre rôle, disons. C'est plutôt un coach privé ou je sais pas comment on appelle, un coach de vie. Maintenant on utilise ce terme coach de vie qui va peut-être aider à faire sortir certaines choses. Mais je pense que le mieux évidemment c'est quand l'entrepreneur ou l'entrepreneuse a un projet de vie, soit d'investir dans une organisation humanitaire ou de tout simplement d'aider un de ses fils ou une de ses filles dans son job. Il faut mais il faut le réfléchir avant. Il faut le réfléchir avant. J'ai une expérience malheureuse, j'ai quand même la raconter parce que j'ai accompagné un entrepreneur qui avait déjà passé 70 ans dans la transmission de son entreprise. Et cette expérience, elle est malheureuse parce que cette personne est décédée pendant le processus, donc avant qu'on fasse l'opération. Ah, il a même pas vu la transaction. Il a pas vu la transaction. Alors on était bien avancé, on était en due diligence, donc il avait accepté, disons, les conditions. Il est décédé de la plus belle mort qu'on puisse avoir ou rêver, mais sauf que c'était un peu tôt. Il s'est endormi et puis il s'est pas réveillé le matin. Et donc après j'ai essayé de comprendre. Alors on peut pas expliquer. Il avait pas de problème de santé. Il était passionné de montagne, il avait une famille, tout allait bien dans sa vie. Mais son associé, il avait un associé qui est dans l'entreprise. Il m'a dit mais il était très angoissé à l'idée de ne plus rien avoir à faire, et ça l'angoissait. Alors je suis pas là en train de dire qu'il y a un lien de cause à effet entre les deux opérations, mais
c'est pour dire que cette angoisse, il faut essayer de la maîtriser, il faut essayer de l'annuler par des projets, quoi. On va passer le côté acquisition. Et là, je regarde l'équipe qui filme. On va faire un très long épisode. Hein. On a encore plein de questions. C'est quoi la stratégie pour acquérir une boîte? C'est quoi les raisons d'acquérir une boîte? Est-ce que j'achète juste mon voisin, mon concurrent? Est-ce que les stratégies qui marchent en fait derrière, qui sont pertinentes, c'est quoi? Effectivement, c'est une grande question parce que d'abord, avant de répondre à cette question, il faut être conscient que il y a beaucoup d'opérations d'acquisition qui échouent. Mm-hmm. Et dans les statistiques, on parle de plus de 50% des opérations qui n'apportent pas, c'est pas qu'elles échouent, mais qu'elles n'apportent pas la valeur ajoutée qu'on espérait. Mm-hmm. Pour des tas de raisons, hein, et ça peut être justement des problèmes de culture, de choc de culture entre deux entreprises qui n'ont pas les mêmes cultures. Ça peut être des problèmes de management, ça peut être des problèmes de clients qui réagissent mal au changement de propriétaire. Donc, fort de ce constat, je dirais que avant d'acquérir une entreprise, il faut être très attentif à tous ces aspects-là. Comment est-ce que la cible qu'on acquiert va être intégrée dans l'entreprise, et comment est-ce qu'on va en tirer du bénéfice. Il y a pas de réponse, il y a pas de réponse, disons, unique à cette question. Mais quand on évalue une entreprise, il faut pas simplement évaluer effectivement ses résultats, ses chiffres, mais aussi tous les aspects humains qu'il y a autour. D'ailleurs, nous, on a chez Prolinx, on a lancé une offre qu'on propose maintenant aux acheteurs, qui est justement de les accompagner dans des assessments de dirigeants, dans des réflexions sur l'organisation, voire même sur la stratégie. Alors il y a des acquéreurs qui sont des grands groupes et ils vont nous snobber un peu, mais souvent c'est quand même des questions qui sont importantes. Et maintenant, si je reviens à ta question, pourquoi faire une acquisition? Je pense que d'abord ça accélère la croissance. Aujourd'hui, on est dans un marché où l'acquisition de ressources, l'acquisition de compétences est quand même difficile. Ça prend du temps. Ça réussit pas toujours parce que surtout dans le monde des technologies, où je dirais que il y a pas trop de chômage, hein. Quoique c'est en train d'évoluer aussi, mais les gens ils ont tendance à changer assez rapidement de job. Donc l'acquisition d'une société, ça permet de créer de la croissance rapidement, et après de créer de la synergie entre les deux entreprises. Et c'est ça qu'il faut bien regarder, c'est comment on dit toujours de manière basique, il faut que 1 plus 1 fasse 2, ou en tout cas 2 ou plus. Mais si 1 plus 1 égale 1,5, on considère que c'est un échec. Et donc, il faut considérer aussi le marché, la réaction du marché. Je vais prendre un autre exemple. J'accompagne une grande entreprise, très grande entreprise, un des top 5 en Suisse romande en tout cas. Tu la connais. Ils ont fait beaucoup d'acquisitions, donc ils ont maintenant une grosse part de marché. Mais la réaction des clients maintenant, c'est de dire on veut pas travailler avec des trop gros. On veut travailler avec des petites entreprises. C'est assez la tendance du marché en Suisse, c'est qu'on aime bien les sociétés spécialisées, les sociétés de niche. Il y a énormément de PME en Suisse romande.
Rien que dans le domaine informatique, il y en a 600 qui font plus de 10 personnes, hein, rien qu'en Suisse romande. C'est énorme. Ça veut dire que le marché est très fractionné. On aime bien les petites entreprises. Donc, quand un groupe achète une société pour faire de la croissance, il faut aussi qu'il considère les réactions du marché. Est-ce que ça va être positif? Est-ce que il y aura une réaction de rejet en disant ouais, maintenant que ils font partie de tel groupe, on va plutôt confier nos mandats à une petite société, etc. Donc ça, c'est des choses qu'il faut considérer aussi. En tant qu'acheteur, comment on évite les enchères? Comment on évite d'être mis trop en concurrence et puis in fine d'acheter une boîte trop chère par rapport à sa valeur, quoi? On évite les enchères si on s'adresse directement aux entreprises qui n'ont pas un conseiller. D'accord. Parce que inévitablement, moi mon rôle c'est d'offrir à mes clients qui sont vendeurs, d'offrir un choix. Voilà. Alors des fois on n'a pas de choix, mais on essaye d'avoir un choix pour pouvoir comparer, encore une fois, pas forcément pour avoir la meilleure offre, mais pour avoir celle qui répond, qui remplit le plus de critères de qualité. Donc éviter la surenchère, c'est possible parce qu'il y a beaucoup de contacts qui se réalisent directement entre acheteurs et vendeurs. Il faut voir que les acheteurs, ils contactent directement les entreprises en disant est-ce que vous êtes à vendre, ou alors ils ont leur propre conseiller. Alors nous, on est rarement conseillé d'un acheteur. Parce que comme on vend plusieurs entreprises en même temps, on va forcément être en conflit d'intérêts. Et puis la notion de mandat d'acheteur, c'est-à-dire de mandat confié à une entreprise comme la nôtre, où si on trouve une société à acquérir, on est payé par l'acheteur. En Suisse, c'est très peu pratiqué. C'est beaucoup plus fréquent en France. Je sais pas pourquoi, mais disons que c'est un constat. Donc on va pas jouer ce rôle en général. Petite question financement. T'as des trucs et astuces, des idées de montage pour éviter de mettre trop d'argent sur la table quand on achète une société? Quel levier on peut actionner pour éviter d'avoir à mettre trop? Oui, alors et principalement deux leviers. Le premier, c'est si l'entreprise génère du bénéfice, il est évident que le levier bancaire est une solution qui est tout à fait faisable. Les banques, surtout en ce moment où les taux d'intérêt sont très bas, elles favorisent le financement de projets de ce type. Parce que plutôt de mettre leur argent à la Banque nationale, ça va leur rapporter certainement plus. Mais elle finance 50% du deal, en gros, en général. Oui. C'est encore 60%, oui. Ça va être 40 à 50% sur la table, quoi. Voilà, mais comment on peut réduire ça? Alors, les banques, elles vont pas mettre plus. Enfin, rarement. Ouais. Il y a des cas, il y a des exceptions. Je pense que toi, t'as dû le vivre aussi un peu, il me semble, dans une expérience précédente. Mais la banque, elle va pas prendre plus de risques, mais souvent elle va aussi se faire garantir ce risque par des organismes comme le cautionnement roman, qui est là pour ça, qui est là pour garantir ce financement derrière la banque. Ils travaillent en étroite collaboration. Après, il y a d'autres aspects. Si évidemment les fonds propres ne sont pas suffisants pour couvrir la différence, on peut demander au vendeur de faire un prêt. C'est-à-dire, en fait, on lui dit, je vous achète votre entreprise à telle valeur. La banque me prête, donc elle va vous payer, vous recevrez tout de suite l'argent, mais mon argent que je dois vous payer, le différenciateur, je vais vous le payer par tranche chaque année durant ces prochaines années. Et souvent, malheureusement, c'est
c'est après le remboursement de la banque, parce que la banque, elle demande à être remboursée en premier. Donc, il y a alors, et ce pré-vendeur, le problème, c'est que le vendeur, il n'est pas toujours prêt à faire un prêt. C'est-à-dire que s'il connaît pas son interlocuteur, si c'est par exemple quelqu'un d'externe, il doit lui faire confiance. S'il lui fait pas confiance, il va pas faire de prêt. Souvent, ce pré-vendeur, c'est plutôt on le retrouve dans des MBO, les management buyout, où c'est un employé ou un cadre de l'entreprise qui rachète l'entreprise à son patron. Et ça, il y a une confiance mutuelle, ils se connaissent depuis des années, ils connaissent le business, ils connaissent l'entreprise. Donc c'est vrai que c'est plus favorable pour que le vendeur fasse confiance et puis se dise je vais pas toucher mon argent tout de suite, mais je vais finir par le toucher à la fin. On m'avait parlé une fois, un copain m'avait parlé d'un rachat progressif d'actions. Je crois qu'il rachetait 50% tout de suite. Oui. Il arrivait à bien le faire financer par la banque, je sais pas comment il faisait, mais bref, à la fin, il mettait quasiment pas de fonds sur la table. Et alors, des montages, il y en a des très originaux, mais le rachat par étape, oui, ça peut être une option aussi. Après, ça lie encore plus longtemps l'acheteur et le vendeur, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui peut se faire. Après, il y a des acteurs qui peuvent donner un coup de main. Par exemple, moi, je suis contacté de plus en plus souvent par des entrepreneurs qui n'ont pas vraiment d'argent, mais qui se sont associés. Qui se sont associés avec des fonds d'investissement ou des organismes financiers qui financent des projets d'entrepreneurs. Et donc ce binôme vient me voir ou vient étudier des dossiers qu'on leur propose et finalement il se porte garant avec l'entrepreneur d'acheter l'entreprise, d'amener les fonds nécessaires. Évidemment, c'est pas gratuit parce que ils prennent une part du capital et puis c'est ça, l'entrepreneur se dilue par contre. L'entrepreneur est forcément dilué un peu. Donc il y a de plus en plus d'acteurs financiers qui accompagnent des entrepreneurs et ça c'est une bonne chose parce que ça favorise justement cette dynamique d'entrepreneuriat et d'acquisition de sociétés. Comment on gère le vendeur? Est-ce qu'il faut le laisser dans la boîte ou est-ce qu'il faut au contraire le laisser partir vite? Alors il y a une dimension évidemment, est-ce que c'est lui qui ramène le business? Il faut le garder un peu. Mais dans les exemples que tu as vus, est-ce que c'est bénéfique ou néfaste de garder l'ancien patron dans la boîte? Alors, moi, je dirais que le garder quelques mois, c'est nécessaire, c'est souvent nécessaire, mais ça peut être contre-productif s'il reste trop longtemps. Parce que une fois qu'on a fait le pas et qu'on n'est plus le patron de son entreprise, on garde quand même certains réflexes. Il y a un côté émotionnel qui effectivement crée des dérives. Je me rappelle d'un cas où l'acheteur il a décidé de mettre en place son organisation, son mode de fonctionnement. L'entrepreneur il restait dans l'entreprise, puis après il discutait avec ses employés, puis ses employés lui disaient mais quand c'était toi le patron c'était quand même mieux, c'était plus simple, c'était plus ceci, plus cela. Après ça crée une espèce de tendance négative, d'ambiance négative dans l'entreprise et donc c'est pas bon. Enfin ça grenouille comme on dit chez nous. Donc non, je pense que le mieux c'est quand même que à un moment donné il y a une échéance et que
il y a ce qu'on appelle le lâcher prise. Il faut que l'entrepreneur qui a vendu, il lâche prise et qu'il passe à autre chose. Donc c'est l'earn-out souvent donc c'est une sorte de prime finalement pour s'assurer que le business est bien resté pendant quelques mois. Ouais. Ça sert à rien, c'est contre-productif de faire des earn-out sur 2, 3, 4 ans, quoi. Oui. Le mieux, c'est de les faire assez rapide. C'est un piège. C'est vraiment un piège. Alors, on le voit, enfin, je pense qu'une société qui rachète une autre, elle le voit comme un moyen de fidéliser le business et on a le sentiment qu'il faut le faire longtemps, mais c'est pas forcément productif de le faire longtemps. Non, et puis, alors moi, je conseille d'éviter de l'earn-out, mais on peut pas toujours l'éviter. Parce que lorsque les deux parties n'arrivent pas à s'accorder sur un prix, souvent l'earn-out est une solution. On dit OK, je suis prêt à vous donner ce prix-là, mais il faut que j'obtienne ces résultats-là sur 2-3 ans. Mmh. Donc ils financent finalement le prix de la société avec une croissance ou des résultats futurs, et pour garantir ces résultats futurs, si l'entrepreneur vendeur reste, il a la maîtrise, il peut avoir d'une certaine manière la maîtrise de ses résultats, mais il reste. Donc l'acheteur n'a pas les mains libres, il peut pas faire ce qu'il veut. Il peut pas, par exemple, s'il s'agit d'une entreprise avec des différentes entités, il peut pas fusionner des entités, il peut pas fusionner des entreprises du groupe. Donc ça bloque les deux parties. C'est très contraignant aussi pour l'acheteur. C'est très contraignant à la fois pour l'acheteur et aussi pour le vendeur. Donc alors les meilleurs deals, je pense que c'est des deals où on n'a pas d'earn-out, ou alors on a peut-être un earn-out mais sur 6 mois qui c'est un complément de prix qui est conditionné par exemple la bonne transmission, la bonne transition de l'entreprise. Il s'agit évidemment de s'assurer que le vendeur passe toute l'information, forme les gens qui vont reprendre son rôle, etc. Donc ça, c'est des choses qui sont nécessaires, qui sont des conditions qui peuvent être monétisées. On dit si tu fais ce boulot-là, on te paye un complément. Mais sinon, les earn-out liés aux résultats, alors j'en ai fait plein. Je dis pas qu'on n'en fait jamais, mais évidemment, on essaie un peu de. Tu le conseilles pas même. Et donc à la limite, le conseil qu'on peut en tirer, c'est si on n'a pas l'intention de garder le dirigeant de la boîte, il vaut mieux éviter l'earn-out et le laisser partir rapidement. Par contre, dans l'optique de dire le dirigeant, on a envie de l'acheter, de le laisser en place et de le laisser continuer de driver son business, là, l'earn-out, il a un sens. Ouais. Oui, tout à fait. Alors, j'ai juste, pour compléter ce que tu dis, de plus en plus, un modèle qui est très à la mode aujourd'hui, c'est l'acheteur qui rachète l'entreprise, donc qui rachète l'entreprise au vendeur et qui demande au vendeur de réinvestir dans la société qui a racheté. Mm-hmm. Généralement, ça se fait lorsqu'on a une stratégie de build-up, c'est-à-dire de créer un groupe, on rachète une entreprise, une deuxième, une troisième, etc. Puis on crée un groupe comme ça. Et ce groupe, c'est un projet d'entreprise en soi. Donc, celui qui vend son entreprise à ce groupe, il va toucher du cash, mais on lui demande de réinvestir dans la holding pour rester actionnaire finalement, mais minoritaire, mais rester actionnaire de cette entreprise. C'est une manière de financer d'ailleurs C'est une manière aussi de financer l'acquisition. Et après, ce groupe va évoluer. Le vendeur reste dans l'entreprise, mais comme il est associé, il est intéressé aux résultats de l'entreprise. Donc, il va pas faire n'importe quoi. Il va pas partir en roue libre. Il va vraiment. Hyper intéressant. Il va rester motivé parce qu'il aura 5, 10, 15% de l'entreprise. Et puis, comme ces stratégies de build-up sont généralement faites par des family office ou par des grosses entreprises financières, ils se disent on a un groupe qui vaut
20 millions aujourd'hui, on aimerait que dans 5 ans, dans 10 ans, ils valent 100 millions. Et puis donc, la croissance va se faire par croissance organique, mais aussi par croissance d'acquisition. Et à chaque étape, l'actionnaire peut rajouter un peu d'argent pour rester, pour ne pas être dilué. Et il y a tous ces mécanismes-là, ils sont quand même assez au point, et de plus en plus d'acteurs financiers ont compris que c'était une façon de motiver les entrepreneurs à rester et surtout à être engagés vers le direction et tous ramer dans le même sens. Ouais. On a parlé tout à l'heure de la confidentialité auprès des équipes, et puis il y a un moment où il y a une annonce. C'est quoi la bonne manière d'annoncer aux équipes le projet qui vient, la vente de la société? La bonne manière, c'est de présenter le projet, et de présenter l'acquéreur, hein, les personnes clés avec qui ils vont travailler. Et de le mettre en place et de l'installer finalement, l'acquéreur. Oui, voilà. Et je pense que oui, c'est une étape très importante parce que on peut pas se rater, hein. Je pense que si ce jour-là on se rate, il y a une volée de démission le lendemain, quoi. C'est ça. Ouais, alors c'est un peu un risque, mais je pense qu'il faut vraiment présenter, encore une fois, il faut présenter un projet. Il faut pas présenter juste une opération. Voilà, messieurs, j'atteins l'âge de la retraite, c'était le moment de vendre mon entreprise, voilà les nouveaux propriétaires, j'espère que ça va se passer bien, et puis c'est un mauvais message. Et donc ça, c'est disons qu'il y a eu suffisamment d'échanges, de contacts entre acheteurs et vendeurs, parce que le processus aura duré plusieurs mois, pour être capable de créer un message qui soit positif et qui continue à motiver les gens. Peut-être ma dernière question, finalement, on a parlé de l'intégration post-acquisition. C'est quoi le plan des 100 premiers jours? C'est quoi les choses à mettre en place tout de suite quand on intègre une boîte? Je finis mon pâté. Ils vont. Très bon. Non, mais c'est les bons, hein. Tu avais un doute. C'est le bon pâté d'Etania. Les premières choses à mettre en place, je pense que, d'abord, c'est l'attitude, c'est un compromis entre entre la dynamique de la reprise et une certaine écoute. Je pense que ce qui est important, là aussi j'ai vécu toutes les extrêmes, ce que les personnels de la société qui est acquise apprécient, c'est qu'on les écoute. Alors des fois c'est une écoute qui est psychologique, parce que finalement l'acheteur il va quand même faire ce qu'il veut, mais s'il écoute les quatre, si c'est une petite entreprise, il peut écouter tout le monde, simplement pour prendre la température, pour montrer qu'il est là pour non pas pour restructurer, diriger, tout changer, tout bousculer d'un coup. Évidemment, ça sera mieux. Ça va diminuer le risque de réaction un peu brutale. La pire des choses, c'est justement quand le lendemain de l'acquisition, il y a tout qui change, des instructions qui sont données. Maintenant, à partir de maintenant, c'est comme ça. Et puis, il n'y a pas de dialogue. Mm-hmm. Et je pense que c'est de l'humain, en final. C'est de l'humain, ouais. Il y a la réussite d'une intégration, c'est beaucoup d'humain. Il y a beaucoup de l'humain. Maintenant, à l'inverse, le pire aussi, c'est quand il ne se passe rien. C'est quand, l'annonce est faite, et puis
la société, elle continue comme si de rien n'était, parce que ça crée un sentiment ça crée une attente, on l'a vécu, je crois, aussi dans certains contextes où l'acheteur il se dit pendant 2-3 mois je touche à rien, on est actionnaire mais on va rien bouger. Et puis les gens commencent à parler, ils se disent mais qu'est-ce qui va nous tomber sur la figure, hein. Et donc c'est ce compromis entre faire des choses mais les faire de manière humaine et ne rien faire qui crée aussi cette méfiance, parce que en fait l'humain est toujours la pire des choses, c'est quand il est dans l'inconnu, parce qu'il s'imagine toujours le pire. Ouais. Quand il est dans l'inconnu, il va se dire il imagine les pires choses, quoi. Donc voilà, ça c'est sur le plan, je dirais, organisationnel. Après, il y a d'autres aspects qui sont très importants. C'est l'identité à l'entreprise. Quand on travaille dans une entreprise, on s'identifie, alors de moins en moins, parce que les jeunes générations, elles fonctionnent plus comme des indépendants, elles s'identifient moins à la culture d'entreprise. Ça, c'est des choses qui ont aussi évolué. Mais l'entreprise a une certaine culture, et quand tout d'un coup on lui ôte cette identité, c'est-à-dire on lui dit maintenant t'es dans une entreprise qui s'appelle Pixel, et demain t'es dans une entreprise qui s'appelle Omega, hein. Et c'est brutal, et finalement il repart à zéro pour s'identifier à l'entreprise. Et ça c'est des grandes questions qu'il faut se poser. Et là, vous avez deux stratégies. Il y a une stratégie qui consiste à intégrer les entreprises, y compris leur identité, leur marque. Alors, c'est assez brutal, mais à la fin du compte, après quelques années, tout le monde s'est identifié à l'entreprise. Et des fois, ça fait des dégâts entre deux, hein. Moi, par exemple, quand j'ai vendu ma société, 1 année et demie après, il y avait plus personne, hein. Ils étaient tous partis. Ah oui. Parce qu'on était dans une petite entreprise où tout le monde était copain, et puis ça fonctionnait bien. Et puis on a été rattaché à un groupe qui avait cette rigueur, qui avait pas forcément la diplomatie nécessaire, et puis personne ne s'est reconnu dans cette identité. Donc j'aime bien prendre cet exemple parce que je l'ai vécu personnellement. Donc ça, c'est cette stratégie qui est de créer une marque enfin d'imposer une marque, et tout le monde travaille pour cette marque-là. Puis l'autre stratégie, c'est de dire on achète des entreprises, et puis chacune, c'est le cas d'ailleurs de ce groupe Acrotech qui est dans l'horlogerie, qui a acheté une 30aine de sociétés. Elles ont toutes gardé leur marque. Donc ils sont partis du principe que l'intégration n'apportait pas grand-chose, ou était même des fois contre-productif. Justement pour ces raisons-là, c'est que finalement chacun reste dans sa marque et puis s'identifie. Après, bénéficie peut-être de synergie du groupe, mais reste dans sa culture et dans sa marque. Donc il y a pas une bonne solution ou une autre. C'est chaque beaucoup d'humain, quoi. Au final, c'est un peu ça le message. Il y a beaucoup de communication et d'humain et de dialogue. D'écoute. Voilà. C'est pas juste une question d'organisation, c'est vraiment une question de humain. Ouais. Tout à fait. J'ai une dernière question, on va finir là-dessus. C'est un conseil à 1 million de francs. Qu'est-ce que tu conseilles à un entrepreneur qui veut vendre sa boîte dans 2 ans? Par quoi il commence? Qu'est-ce qu'il nettoie dans ses comptes, dans son organisation? Le truc qui va lui donner 1 million de valeur en plus dans 2 ans. Alors, c'est justement de s'y préparer suffisamment tôt. Il faut jamais être pressé. Et donc, je lui conseille de nous contacter, évidemment. Alors, parce que tu fasses une pub comme ça, mais bon, c'est quand même une bonne réponse. Non, mais truc à nettoyer dans la boîte en premier.
le truc qui va faire la différence? Alors le truc à nettoyer, c'est il faut soigner ses bilans. Il faut. Alors je dirais que quand on a sa propre entreprise, un des objectifs qu'on a à la fin de l'année, c'est ne pas payer d'impôts, payer le minimum d'impôts. Donc, on va s'arranger pour que on crée des provisions, on crée des réserves latentes. Enfin, il y a plein de choses qui sont de bons conseils pour ça et qui font qu'à la fin, vous avez un bilan, un compte de résultats qui génère très peu de bénéfices. Je dirais que ça, c'est pas grave. Parce que nous, notre travail, quand on fait une valorisation d'entreprise, on va prendre ces bilans et on va regarder qu'est-ce qui a été fait en amont pour optimiser les impôts. Je prends un exemple tout bête. On va par exemple une façon de faire, c'est de créer une réserve de cotisation de prévoyance professionnelle. C'est une réserve latente qui est mise dans un compte et qui diminue le bénéfice. Mais c'est pas une dépense opérationnelle. Donc, on va aller rechercher tout ça. Par exemple, si le patron, et c'est son droit, il fait du bénéfice, il se dit, je vais prendre 400 000 francs de salaire pour une PME de 20 personnes, c'est beaucoup. On va dire, le salaire d'un dirigeant d'une boîte de 20 personnes, c'est pas 400 000 francs, c'est peut-être 150 000 francs, pour dire un chiffre. Donc, il y a 300 000 francs, il y a 250 000 francs qui sont des dépenses exceptionnelles. Qu'il a le droit de prendre. Donc, soigner son EBITDA, c'est pas forcément ça. Donc, soigner son EBITDA, c'est, alors, je nuance. Ces dépenses exceptionnelles, on peut les retraiter, donc c'est pas un problème. Là, ce qu'il faut soigner, c'est évidemment les dépenses inutiles. C'est les dépenses où on dilapide un peu l'argent de la boîte parce qu'on a les moyens. Après, il y a également la gestion de la trésorerie qu'il faut aussi optimiser. Ça, c'est sur l'aspect financier. Après, la préparation, elle va bien au-delà puisque c'est encore une fois le positionnement de la boîte, les parts de marché qu'elle a, sa communication. Moi, je dis toujours que une société qui a une bonne communication, une bonne visibilité commerciale, il faut ça crée de la valeur parce qu'elle a une certaine réputation. Merci pour ce conseil. Merci pour cet échange. Je pense que c'était enrichissant pour tout le monde, donc j'espère que tout le monde profitera bien de tes conseils. Merci Bernard. Merci.